Nous voici enfin à l'étape 4 où on va concrètement parler de la méthode de désencombrement que j'utilise, à laquelle j'ai été formée, qui est la méthode de Marie Kondo et à laquelle j'ai rajouté mes propres astuces, mes propres techniques, ce que moi j'ai pu observer de ce qui fonctionne ou pas pour mon propre foyer et pour les clientes que j'accompagne et les clients. Donc, avant de passer à la méthode proprement dite, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de se former à cette méthode, de se faire accompagner par une coach en rangement et organisation. Donc, il y a 2 plans, on va dire le plan A et le plan B. Je vais d'abord vous évoquer le plan A. Donc, dans le plan A, on procède dans cette méthode avec un désencombrement total de sa maison. Vraiment, on n'oublie aucune pièce, aucune catégorie. C'est ce qui permet de vraiment aller au bout des choses et de ne pas passer sa vie à redésencombrer, retrier, re-ranger et qu'après ce soit juste en fait un maintien qui prend beaucoup moins de temps que ce désencombrement total qui, comme je le mets, dure en moyenne 6 mois. Mais de nouveau, ça dépend des personnes, ça dépend de la taille de la maison, ça dépend du temps qu'on peut y consacrer, soit chaque semaine, soit dans un moment vraiment très court et très intense. Est-ce qu'on peut se faire aider? Est-ce qu'on a beaucoup à évacuer, etc. Mais donc l'idée, c'est de le faire au total de toute la maison, à absolument rien oublier, et de le faire dans un ordre précis que j'évoquerai un peu plus tard. Donc, comme je le disais, la moyenne, c'est environ 6 mois, mais ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc ça dépend vraiment le temps qu'on peut y mettre, l'énergie dont on dispose, la période de la vie dans laquelle on se trouve, si on a des enfants ou pas, par exemple, ça peut vraiment être très différent. Et alors, on verra les catégories plus loin, mais effectivement, d'avancer par catégorie et pas par pièce. Ça, c'est ce que j'appelle le plan A, donc le plan idéal pour vraiment parvenir à un objectif final et à une maison totalement désencombrée. C'est de ne pas se dire, OK, je vais trier par exemple le bureau et finalement, quand on a fini le bureau, on va passer à une autre pièce. Il y a aussi des papiers ou des éléments qui auraient dû se trouver dans le bureau et finalement, ça peut être décourageant de recommencer quelque chose qu'on avait déjà trié à côté et c'est là que souvent les gens abandonnent, arrêtent ou se laissent décourager. Et alors, on les évoquera aussi dans les critères de choix de ce qu'on garde et de ce qu'on ne garde pas. Il y a des critères plus d'émotion et des critères raisonnables, de raison, des critères plus objectifs, entre guillemets. Donc, on va aussi évoquer tout ça. Donc ça, c'est le plan A que je détaillerai plus loin. Et alors, le plan B, si on n'a pas la possibilité d'engager une home organizer comme moi ou comme une autre, si on n'a pas, voilà, on n'a pas d'aide, et ou qu'on n'a pas l'énergie à ce moment-là pour le faire, c'est une période difficile, on n'a vraiment pas le temps. Alors malgré tout, pour se mettre en action, on peut commencer par un tiroir, un placard ou ce que j'appelle la shame zone, un endroit vraiment chez nous qu'on n'oserait pas montrer aux autres, à nos invités ou à la famille qui passe, en se disant ça par exemple c'est vraiment trop le bazar ou j'en sais rien, c'est sale. Et du coup, c'est quelque chose qui nous ferait honte potentiellement et on pourrait commencer par là en se disant c'est peut-être ce qui me pèse le plus et en désencombrant ça, en remettant de l'ordre, ça va peut-être me donner l'envie de continuer. Mais comme je disais, ça reste un plan B, donc c'est moins efficace que d'aller au bout de la démarche et il y a un risque d'effet rebond. On peut se dire: «OK, j'ai trié un tiroir» et finalement le tiroir se re-remplit ou il y a une autre zone qui est encombrée. Donc on peut passer comme ça d'une pièce à l'autre, d'une zone à l'autre, d'un placard à l'autre en ayant l'impression que c'est jamais fini et du coup, ça peut être décourageant et souvent, si on n'a pas aussi réfléchi à son mode de consommation ou si on n'a pas appris à refuser ce qui rentre chez nous et à être maître de ce qui rentre chez soi, on peut aussi avoir des nouvelles choses qui rentrent et qui rentrent plus vite que ce qu'on a désencombré ne sort. Et donc finalement, on tourne en rond et on n'a jamais fini ce désencombrement et on peut avoir l'impression qu'on n'est pas capable de le faire alors que c'est juste un problème de méthode et peut-être de bonne énergie ou de savoir par où commencer. Et donc, du coup, passons à la méthode concrète. Oui, mais il y a 4 grands principes qui sont à l'œuvre dans cette méthode. Donc, comme je disais, c'est de désencombrer par catégorie concrète, donc toutes des choses qui vont dans le même, qui sont dans le même type d'objet ou la même, c'est ça, la même catégorie, les mêmes logiques. Et ça, on verra de quelle catégorie il s'agit, et donc non par pièce, et aussi
rassembler tout ce qui appartient à la même catégorie en un seul endroit avant de commencer le tri. Si on prend l'exemple des vêtements, on peut avoir des vêtements dans des placards, dans un dressing, une buanderie, des vêtements de réserve au grenier, à la cave, etc. Donc finalement, on a l'impression peut-être qu'on n'a pas tant de vêtements que ça, mais si on prend le temps et si on fait le rassemblement de tout au même endroit, c'est là qu'on peut réellement mesurer le nombre, la montagne, la quantité, par exemple, de chaussures. Les gens dans les statistiques, ils ont souvent là, diminuent souvent ce qu'ils pensent avoir comme quantité de paires de chaussures et ils pensent en avoir 10 alors qu'en fait ils en ont 20 ou 25, voire plus. Donc ce principe-là permet de mesurer la quantité de choses qu'on a et que souvent quand elles sont dispersées un petit peu partout dans la maison, on ne réalise pas. Donc ça, c'est pour le premier principe. Le deuxième principe, c'est de suivre un ordre précis et de partir de ce qui est moins chargé émotionnellement, ce qui est moins difficile pour nous en termes de sentiments, de souvenirs, de s'en détacher et d'avancer petit à petit. Et une fois on a fait le plus facile et qu'on voit les bénéfices et qu'on se voit avancer, petit à petit, ce chemin intérieur, cette réflexion, les difficultés, les blocages qu'on peut rencontrer au début, ils deviennent de plus en plus légers et du coup, ça permet d'aborder en fin de processus qui est plus chargé en émotions, les souvenirs, les photos, les cadeaux, etc. Et aussi, c'est très important de ne pas se disperser et donc de ne pas passer à la catégorie suivante d'objets avant d'avoir fini ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc de pas se dire ok, je vais faire ma cuisine alors qu'en fait on n'a pas fini les vêtements et que ça traîne encore et qu'on n'est pas allé au bout du processus. Donc ça c'est super important. Ensuite, le troisième principe, ne désencombrer que ses affaires. Et ça, c'est une erreur que j'ai commise pendant longtemps, avant de me professionnaliser. Donc, quand je faisais du désencombrement par moi-même, sans avoir suivi de méthode, sans avoir appris ces principes-là, c'est que je voulais à tout prix désencombrer les affaires de mon compagnon. J'ai essayé avant ça de désencombrer les affaires de ma mère. J'ai désencombré les affaires de ma fille. Évidemment, quand elle était plus petite, bah, c'est normal, elle n'a pas vraiment de possibilité de décider ou même pas de parole pour pouvoir dire ce qu'elle a envie de garder ou pas. Mais à partir du moment où on vit avec des enfants suffisamment âgés pour pouvoir prendre une décision, alors c'est à eux de décider de ce qu'ils gardent ou pas et on fait le tri évidemment avec eux pour les aider, mais on ne fait pas à leur place et surtout pas dans leur dos. Ça peut être vraiment très traumatisant pour un enfant ou même un conjoint, une compagne, de se rendre compte que les affaires qu'on avait ont disparu et que la personne a pris possession et rentré dans notre intimité et a pris des décisions à notre place. Donc on ne dépossède pas la personne de ses propres capacités décisionnelles. Et c'est aussi une question de respect. Et en plus, si on le fait à sa place, elle n'a pas suivi le processus intérieur, elle ne s'est pas posé les bonnes questions et donc elle n'aura pas appris à désencombrer et finalement à garder cette méthodologie, cette habitude pour la suite. Et en fait, c'est pas lui faire un cadeau de le faire pour elle parce qu'en fait, si on n'est plus là, si l'enfant il part de la maison ou qu'on se sépare, et ben la personne, elle saura toujours pas comment vivre dans un espace qui lui convient, qui est plus dégagé et qui a suffisamment de choses pour la rendre heureuse et pas de surplus. Donc ça, super important. Ne désencombrer que ses affaires, mais ce que je dis toujours, c'est qu'on peut aider si le conjoint, le partenaire a besoin d'aide parce qu'il n'a pas la méthode ou qu'il a besoin peut-être d'énergie ou qu'on soit sa locomotive. Alors oui, on peut proposer son aide, on peut le faire avec la personne et aussi espérer par son exemple d'inspirer. Et parfois, ça prend du temps. Parfois, ça prend du temps. Moi, j'ai mis des années avant que mon compagnon s'y mette. Et j'ai essayé, enfin voilà, j'ai commis toutes sortes d'erreurs. Donc, c'est pour ça que maintenant, je voudrais t'éviter de les commettre. De justement, maintenant, il a vu les avantages de le faire. On a fait ensemble toute une série de choses parce que justement, il ne savait pas trop par quel bout les prendre et comment faire. Et maintenant, il est capable tout seul de désencombrer ses affaires et il voit le bénéfice que ça apporte. Donc voilà, on espère inspirer les autres. Et aussi, en dernier principe, de ne pas ranger définitivement avant d'avoir fini la catégorie en cours. Donc si on est en train de désencombrer son dressing, aller vraiment au bout de tous les vêtements, tous les accessoires, avant de se dire « Ah, il me faut un nouveau meuble, c'est pas adapté, c'est pas ce qu'il me faut ». Et souvent, les personnes croient
qu'ils n'ont pas les bons meubles, que c'est une question de rangement, alors que c'est surtout une question de désencombrement, de quantité d'affaires. Et souvent, quand on a terminé le désencombrement, en fait, les meubles qu'on a suffisent amplement. Et si finalement on se dit oui, c'est pas très pratique ou j'aimerais bien un meuble un peu plus, peut-être avec plusieurs fonctions, etc. Ben oui, mais attendre la fin pour pas aller dépenser de l'argent inutilement ou finalement se rendre compte qu'on peut disposer les meubles autrement ou changer la fonction d'une pièce. Donc vraiment attendre, même chose pour les boîtes de rangement, il y a des trucs très très jolis qu'on nous vend et qu'on nous fait croire que, enfin voilà, que c'est important d'avoir toutes ces boîtes, mais moi je fonctionne avec des boîtes à chaussures principalement ou des contenants qui existent déjà chez moi, des paniers, etc. Et quand on désencombre, bah, on libère beaucoup de boîtes, beaucoup de contenants, et donc d'attendre aussi. Et puis, bah, de nouveau, si à la fin on se dit, j'ai quand même envie d'avoir ces jolis paniers ou voilà, ce rangement-là qui va me faciliter la vie, bah, voilà, c'est un choix personnel. Mais en tout cas, ça sert à rien de le faire avant parce qu'on va peut-être acheter des choses qui vont finalement pas servir. Donc voilà pour les 4 grands principes. Ensuite, on passe aux catégories en question. Donc ça, c'est l'ordre que moi je préconise et qui aussi, donc il y a un résumé. Donc dans la méthode Marie Kondo, il y a 6 étapes. Moi, je les ai resynthétisées autrement et j'en ai fait 5. Mais ça dépend de l'attachement émotionnel qu'on peut avoir par rapport à la catégorie en question. Donc normalement, on commence par les vêtements et les accessoires, plus le linge de maison, donc tout ce qui est tissu. Mais il y a des personnes qui sont très attachées à leurs vêtements et donc c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer si on sent qu'on bloque assez vite au niveau des vêtements. Peut-être qu'on peut inverser cet ordre qui est, on va dire, en théorie, mais chacun fonctionne différemment. Mais donc, si on suit la méthode dans l'ordre logique préconisé, on commence donc par les vêtements et les accessoires et le linge de maison. Ce qui est bien dans le fait de commencer par les vêtements, c'est que déjà, c'est une catégorie qui est plus facilement donnable. Je pense pas, je suis pas même pas sûre que ce mot existe, mais en tout cas qu'on peut facilement donner soit aux bulles à vêtements qui les récupèrent, soit à faire des dons à des associations, toutes sortes d'associations, que ce soit pour des adultes ou des enfants ou des réfugiés. Donc en fonction de la cause ou les causes qui nous tiennent à cœur, on peut décider où on a envie de donner ces vêtements-là. Et du coup, ça libère aussi beaucoup de volume parce que les tissus, ça garde de l'air, ça peut vite gonfler les armoires, etc. Et donc, finalement, une fois qu'on a trié tous les vêtements, tous les accessoires et son linge de maison, eh bien, on peut déjà gagner énormément de place et se dire finalement les tiroirs, les placards qu'on libère, peut-être qu'on pourra ranger d'autres catégories aussi qu'on triera par la suite. Donc, moi, je conseille de commencer par les vêtements, mais de nouveau, à chacun de voir un petit peu ce qui lui convient. Et donc, quand on dit les vêtements accessoires, c'est vraiment tout. Ça comprend les chaussures, les écharpes, les sacs à main, tout ce qui peut, les cravates, enfin tout ce qui peut rentrer dans cette catégorie-là. Et moi, je mets dedans aussi le linge de maison, donc les draps, les têtes d'oreiller, les torchons, tout ce qu'on utilise pour la cuisine, etc. Parce que cette partie en tissu, comme je disais, peut être facilement donnable. Même pour des personnes qui font de la couture, s'il y a des tissus on n'a pas envie on se rend compte ils sont pas vraiment, on peut pas vraiment les donner en l'état, peut-être que quelqu'un pourra les récupérer. Et alors on le met sur un groupe de dons, par exemple. Donc voilà. Et de nouveau, comme on a dit dans la partie précédente, c'est de rassembler toute la même catégorie au même endroit. Idéalement, d'avoir une surface plane pour travailler, pour faire le tri. Donc, soit un lit, un canapé, une table, et d'aller vraiment de rassembler. Si on a beaucoup, beaucoup de vêtements, c'est ça que je dis, s'il y a comme je mets ici, on a trop, faire des sous-catégories. Donc, imaginons on a énormément de vêtements, on va pas aller vider les armoires de toute la maison, ça va être complètement impossible à gérer et assez décourageant. Du coup, de se dire, ok, là, je vais faire par exemple toutes les chaussettes. On rassemble toutes les chaussettes, on vérifie les paires orphelines ou pas, ou si y en a qui ont des trous, si c'est plus à la taille, par exemple, si c'est pour les enfants, s'ils ont grandi, en fait, c'est plus la taille qui leur correspond. Et donc, de vraiment faire ce tri-là à fond sur toute une catégorie. Donc, on va au bout de chaque chaussette. Et puis, même chose pour les sous-vêtements, les t-shirts, les pantalons, et d'aller vraiment au bout de la démarche, et les chaussures, etc. Et seulement une fois qu'on a fini,
tous les vêtements de toute la maison et on espère de tout le monde. Donc si on a réussi à emmener le reste de la famille avec soi, tant mieux. Sinon, au moins on fait ses propres vêtements. Et on passe après à la catégorie suivante. Ce sont les papiers, donc l'administratif. Donc il y a tout ce qui est officiel qu'on a besoin de garder, mais il y a des dates en fait obligatoires pour garder certains documents. Il y a des sites en ligne qui expliquent très clairement, par exemple les factures, c'est 3 ans et ce genre de choses. Donc là, de prendre le temps de se renseigner. De nos jours, on trouve vraiment beaucoup d'informations en ligne de combien de temps il faut réellement garder. Et tout ce qui est aussi gestion du quotidien, de se dire est-ce que c'est plus pratique d'avoir les papiers de toute la famille réunis dans une seule farde, les papiers par exemple d'identité ou autres, ou que chacun ait sa petite farde. Donc ça, c'est un petit peu aussi à voir la logique familiale ou du foyer pour s'organiser au niveau des papiers et de se faire des catégories de papiers qu'il faut absolument garder. On dit les formations, une fois qu'on les a suivies, si on les a pas appliquées tout de suite, ça sert à rien de garder des formations ou des cours qu'on a eu il y a 10, 15, 20 ans. Les choses évoluent. Si on l'a pas appliqué à l'époque, il y a peu de chances qu'on l'applique aujourd'hui. Donc vraiment ne pas hésiter à trier les papiers, vraiment jeter le maximum et ne garder que ce qui est absolument indispensable. Et finalement, il y en a très peu. Moi, j'ai 2 fardes pour garder absolument tous mes papiers. Tout se trouve dedans. Il y a aussi une partie que j'ai numérisée. Mais même le numérique, il y a moyen de faire un gros tri dans ce qui est vraiment important de garder. Et pour le reste de la famille, bah, chacun a sa farde personnelle et fonctionne avec ça en autonomie. Et donc l'idée, c'est de jeter le maximum de papier, de profiter du passage des cartons ou d'aller à la déchetterie pour tout évacuer. Et s'il y a des papiers qui sont confidentiels, bah, peut-être les passer à la rogneuse, à la broyeuse, enfin, voilà, de trouver des systèmes pour ne pas divulguer des informations confidentielles si on craint ça. Donc voilà pour la deuxième étape. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment très très peu d'attachement émotionnel en général sur tout ce qui est papier. Bah voilà, on n'est pas attaché à une facture de gaz, donc là il y a peu d'émotionnel qui rentre en compte. Donc si on se dit par exemple que les vêtements c'est plus compliqué, bah pourquoi pas commencer par les papiers, mais c'est quand même assez fastidieux. Donc peut-être essayer de se faire accompagner, de se faire aider, d'avoir en tout cas une motivation pour le faire, parce que les papiers c'est pas forcément une catégorie très agréable à faire pour le vivre et pour accompagner des personnes, c'est assez fatigant aussi. Donc voilà pour la deuxième étape. Ensuite, quand on a fini absolument tous ces papiers, tout est bien trié dans des fardes, etc., avec la méthode qui nous convient, on passe tout ce qui est rédactionnel, donc les livres, les mangas, si on est fan de mangas, les magazines, et donc là aussi de faire le tri. Après, je parlerai dans la vidéo suivante des critères de choix, mais donc là j'explique quand même déjà quelles sont ces étapes-là et tu pourras revenir à ça après. Du coup, bah, les livres aussi, de se dire, voilà, de prendre ces livres et en fonction des critères qu'on va évoquer plus tard, de décider ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Et aussi, est-ce qu'on va aller trier tous les livres de la maison ou par exemple les recettes de cuisine, ben, on le fait au moment où on trie la cuisine. Ça, c'est un petit peu à vous de voir en fonction de la quantité de livres qu'il y a chez vous. S'il y en a beaucoup, c'est peut-être mieux de faire par catégorie, par exemple les livres pour les enfants, le développement personnel ou les livres, je sais pas, d'histoire, les livres d'art. Enfin, peut y avoir toutes sortes de livres et de nouveau de décider qu'est-ce qui fait encore partie de votre vie ou pas, qu'est-ce qui va encore vous apporter, qu'est-ce que vous allez relire éventuellement. Et ce qui est bien, c'est que moins les livres, mais tout ce qui est manga, ça se revend assez facilement en ligne. Donc, ne pas hésiter peut-être sur cette catégorie-là d'essayer de peut-être en retirer un peu de sous à la revente. Sinon, ça se donne aussi très très bien. Ou alors, il y a des magasins de seconde main qui les reprennent. Et des plateformes en ligne. Donc il y a aussi beaucoup de possibilités, mais voilà, à vous de voir si vous avez envie de consacrer du temps à la vente ou si vous préférez les donner et ça fera plaisir à des particuliers, à des associations, à des écoles. Donc voilà, ça c'est les livres. J'avais énormément de livres et j'ai vraiment donné 90% de ce que j'avais de livres et rien ne me manque. J'ai toujours de quoi lire. Il y a toujours des nouveautés qui sortent, il y a la bibliothèque, enfin il y a plein de possibilités pour ne pas se sentir privé de cette catégorie-là. Donc ça, c'était l'étape 3.
Ensuite, les divers. Ça, c'est les divers, c'est une grosse catégorie parce que ça dépend de ce qu'on a chez soi. Si on a des loisirs en particulier, on peut avoir toutes sortes d'équipements, par exemple sportifs. Dans la salle de bain, il y a tous les produits de soins, les produits de beauté, etc. Dans la cuisine aussi, il y a toutes sortes de vaisselle, de couverts, des verres à n'en plus finir, donc aussi de voir un petit peu tout ce qu'on a, est-ce qu'on utilise encore ou pas, et comme je disais après au niveau des critères de choix, ça va peut-être t'aider à faire ces choix-là. Il y a les médicaments, déjà tout ce qui est périmé, c'est assez facile, ça repart à la pharmacie parce que c'est pas quelque chose qu'on jette dans la poubelle normale, donc ça doit aller à la pharmacie. L'électro, il y a énormément, je le disais dans une des étapes, énormément d'appareils électriques, électroniques qui dorment dans les tiroirs. Donc là, de voir qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce qu'on sait à quoi appartiennent les câbles? Donc de prendre ce temps-là, ça prend du temps. Le désencombrement, voilà, c'est pour ça que c'est bien de se faire aider parce que c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui est pas évident forcément. Et parfois, on ne sait pas quoi faire des choses aussi. Donc voilà, de voir cette électronique-là. Donc ce qui est produit d'entretien aussi. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 40 produits pour faire le ménage alors qu'en fait parfois avec 3 produits de base naturels on peut vraiment s'occuper de toute la maison. La nourriture, tout ce qui se périme déjà, les produits trop spécifiques qu'on n'utilise jamais, des épices qu'on a achetées pour faire une recette un peu spéciale et finalement on se rend compte qu'on l'utilise jamais, les épices en données, ça donne plus de goût, ça périme. Donc de vraiment faire un tri aussi au niveau de son alimentaire. Tout ce qu'on a pour les amis, dire ok, si on a une chambre d'amis, si on garde des couettes extra, est-ce que réellement déjà on invite des amis chez soi, quelle quantité il faut, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser par exemple un coussin du salon et mettre juste une tête d'oreiller, donc ça aussi de réfléchir un petit peu à son mode de vie pour permettre de faire ce tri là, et les gadgets en tout genre. Donc là voilà, la partie d'hiver, là c'est à toi de recatégoriser, de voir un peu quels sont ces divers chez toi et de rassembler tous ceux qui vont ensemble à un même endroit pour se rendre compte. Genre, je donne l'exemple des câbles, on peut avoir des câbles un peu partout dans les tiroirs et finalement, on ne sait même pas à quoi ça sert. Et si on les a pas utilisés, il y a peu de chances qu'on les réutilise. Donc, ne pas hésiter à soit à les vendre, à les donner, à les faire recycler. Il y a plein d'options qui existent pour ça. Je parlerai aussi des options d'évacuation de où donner, vendre, etc. dans la dernière vidéo. Et donc, une fois qu'on a fait tous ces divers-là, donc de nouveau, ça peut prendre beaucoup de temps, alors on a normalement fait tout le chemin intérieur, la réflexion, on s'est posé les questions et on arrive alors à tout ce qui a une valeur sentimentale et qui est souvent plus compliqué. Donc, les cadeaux, les lettres, les souvenirs, les photos. Et donc là, de nouveau, de se dire, ce qui compte au moment où la personne nous offre un cadeau, c'est l'intention, c'est le fait d'avoir reçu, l'émotion qu'on a eue à ce moment-là. Mais après, est-ce que ce cadeau-là, est-ce qu'il nous rend encore heureux? Est-ce qu'il nous sert? Et de ne pas hésiter à peut-être garder un souvenir d'un cadeau sous forme numérique, de faire par exemple une photo, mais de ne pas s'obliger à garder des tonnes de choses qui finalement ne nous apportent plus de joie ou qu'on n'utilise plus. Et du coup, de se détacher de cette contrainte-là, de garder à tout prix des choses qui en fait ne nous correspondent plus. Mais donc c'est plus compliqué, donc ça demande tout ce trajet-là. Et donc il y a des personnes qui m'ont déjà dit ah moi j'ai voulu trier mes photos, j'y suis pas arrivée, mais en fait elles n'avaient pas fait tout le tri de toutes les catégories précédentes et en fait c'était trop tôt pour elles et elles n'avaient pas la bonne méthode aussi pour y arriver du coup. Donc voilà, toutes les 5 étapes, de nouveau, en fonction de l'attachement sentimental que tu as pour l'une ou l'autre catégorie. Si à un moment donné, tu tombes sur un vêtement qui te procure une émotion forte et que c'est difficile à trier, par exemple une robe de mariée, une robe de cérémonie ou quelque chose qui te rappelle un souvenir, des études, eh bien, la laisser de côté et le faire plus tard. D'abord, faire tout ce qui n'est pas trop difficile et puis après, quand le moment sera venu, ne pas hésiter à y revenir. Et on peut aussi fonctionner sans se dire qu'il faut tout avoir fait dès le premier coup. Parfois, il faut laisser un petit peu déposer. Ça, comme je disais, ça peut réveiller des émotions. C'est pas toujours facile. Ça demande de l'énergie et de se dire, OK, je fais un premier grand tour. Je laisse un peu décanter et hop, j'y reviens. Et parfois, à la deuxième ou à la troisième fois, on arrive encore à évacuer des choses.
Et puis après, une fois qu'on a fait tout ça jusqu'au bout, c'est comme je disais, c'est plus de l'entretien de, par exemple, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ou même juste une fois par an, de refaire un tri global de chez soi et de voir si on n'a pas de nouvelles choses à trier qui sont rentrées entre-temps ou qui entre-temps ne nous plaisent plus. Et donc de refaire ça régulièrement pour garder une maison allégée pour toujours. C'est un peu l'objectif. Donc voilà. Alors du coup, une fois qu'on a fait tout ça, les questions que toi tu peux te poser de ton côté, de nouveau dans ton petit carnet ou sur ton document en ligne que tu utilises pour poursuivre cette masterclass. Donc si tu n'as pas envie de suivre les étapes dans l'ordre dans lequel je les ai présentées, de te demander toi quelle est la catégorie qui t'encombre le plus. Par quoi du coup tu te dis j'ai vraiment envie de m'attaquer à ça parce qu'une fois que j'aurai fait cette catégorie-là, je me sentirai déjà beaucoup plus légère ou léger, beaucoup plus en envie, en motivation de faire la suite. Et donc de peut-être se dire, OK, moi j'ai plutôt envie de me dire, j'ai trop de paires de chaussures, par exemple, je vais y aller aux chaussures. Ou j'ai trop de vaisselle. Et du coup, mon vaisselier déborde et finalement, on mange qu'avec 6 assiettes qui tournent. Donc de se dire, OK, quelle est la catégorie où tu sens peut-être ça prend le plus de place chez toi et que tu as envie de récupérer cette place. Donc de toi, de poser cette question-là individuelle de qu'est-ce qui t'encombre le plus. Ensuite aussi, pour voir l'ordre dans lequel tu peux démarrer et t'établir ton propre ordre, tes propres étapes qui te correspondent à toi. Quelle est la catégorie qui est la plus ou la moins sentimentale chez toi? Et donc, laquelle serait potentiellement la plus difficile, tu la mets à la fin, et la plus facile, tu la mets en premier. Et tu te fais comme ça une gradation de choses les moins difficiles jusqu'aux plus difficiles. Comme ça, tu évolues sur un chemin qui est logique et qui est de plus en plus facile pour toi. Et enfin, quelle date limite tu te donnes, que ce soit pour démarrer ou pour terminer, de se dire, OK, j'ai par exemple, tu as un mois de vacances ou tu as 2 semaines de congé ou tu as un moment particulier dans l'année où tu es moins occupé. Et te dire, OK, moi là, j'ai vraiment envie cet été, par exemple, de m'y mettre à fond et d'avoir fini l'été. Ou de dire au moins, je commence peut-être lundi prochain. Donc ça, vraiment de toi, par rapport à ce qui est raisonnable pour toi, à ce qui est faisable en ce moment de ta vie, si tu as de l'aide, etc., de dire, OK, quand est-ce que je commence et idéalement, quand est-ce que je termine, le temps que je me donne. Et bien sûr, on peut garder de la flexibilité par rapport à ça, mais c'est bien de donner au cerveau quand même un horizon, un endroit vers où aller pour avoir une motivation. Et même si tu fais 1 heure par semaine ou 2 heures toutes les 2 semaines, enfin ça, c'est un petit peu à toi de voir dans ton emploi du temps, te dire, OK, tu te vois avancer petit à petit. Et je l'ai pas mentionné, mais c'est aussi, je trouve ça super important et intéressant de prendre des photos ou des vidéos pour mesurer ton évolution. Parce que souvent, quand on a désencombré, quand on a rangé, parfois on oublie comment c'était avant. Et donc ça aide, c'est bon aussi pour la confiance en soi, de se dire, waouh, en fait, je pensais, je vois pas trop la différence, mais je suis passée par toutes ces étapes-là. Et mes coachés, ça les aide beaucoup, ça les motive, ça leur donne de la joie et de la satisfaction et oui, vraiment un regain d'énergie, de se dire: «Waouh, j'ai déjà fait tout ça, hop, je continue». Donc ça, de ne pas hésiter à prendre des photos et alors faire un petit journal de bord. Ça, c'est vraiment à chacun de voir, à chacune de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Mais donc voilà. Et on a fini pour cette étape-ci et donc là, dans la vidéo suivante, on va alors parler des critères de choix, de où est-ce qu'on donne et de comment aller plus loin et donc on va voir ça tout de suite.